Toujours Jetnik. Lidström pour sortir ce palais. Gonchar qui écarte sur la droite. Et voilà Peter Bondra. Bondra, tentative de Bondra et la déviation. Jetnik face à Osgood. Et la récupération du puck par l'intermédiaire de Jeff Brown. Et le coup de sifflet pour une position de hors-jeu. Une belle situation de jeu, une belle phase de jeu combinée entre Peter Bondra et Richard Jetnik pour donner une belle frayeur à Chris Osgood. Là, heureusement qu'il était bien présent sur sa ligne, bien en appui sur son assise. Là, 16 minutes et 10 secondes encore à jouer dans ce match. C'est un petit temps mort. Va nous permettre, Stéphane, de continuer un peu notre historique sur la Stanley Cup. Sachez que c'est en 1916 qu'apparaît la première équipe américaine à participer à la Coupe Stanley, qui est à la base une invention canadienne, comme on vous l'a dit. Et cette formation, eh bien, c'était l'équipe des Rosebuds de Portland. Et dès 1917, les Metropolitans de Seattle sont les premiers Américains à remporter la Coupe Stanley. Et les Red Wings de Détroit, eux cette équipe de Détroit, c'est l'équipe américaine qui a remporté le plus de Coupes Stanley, avec 7 au total. Et c'est la première équipe américaine aussi à avoir réussi à conserver son titre en s'imposant en 1936 et en 1937. Cannon, toujours aussi pensif. Et Détroit qui a perdu à plusieurs reprises depuis le début de ses playoffs à domicile. Ce qui avait été le cas tout d'abord en quart de finale face à Phoenix lors du deuxième match à domicile. Match perdu 7-4. Et également en demi-finale face à Saint-Louis. Le premier match de la série avait été perdu 4-2. Également à domicile. Anders Eriksson qui place ce palais dans la zone de Washington avec une bonne récupération de Kjell Johansson. Attention à cette récupération de Chris Draper. Joey Couture ou Kjell Johansson qui vient de prendre 2 mises en échec consécutives. Il ressort un petit peu la boîte à gifle du côté de Détroit. Dale Hunter, le capitaine de Washington. Bonne sortie de Chris Osgood. Et nouveau coup de sifflet. Peut-être pour une pénalité. Joey Couture à l'écran, le premier buteur de cette finale de la Coupe Stanley 98. C'est lui qui, après 14 minutes et 4 secondes de jeu dans la première période, a permis à Détroit de mener 1-0. C'est lui qui prend 2 minutes de pénalité pour jeu dur sur cette charge sur Kjell Johansson derrière la cage de Lafkolzig. Un petit regard vers le banc de pénalité de Scotty Bowman à l'égard de son joueur. La remise dans la zone de Chris Osgood. Andrei Nikolishin pour les Capitals de Washington qui vient se placer avec une bonne récupération de Lidström qui va écarter sur la gauche. Joey Couture en prison. Les Caps qui n'ont pas réussi à exploiter une seule fois une situation de jeu de puissance, vont-ils réussir à revenir à 2 partout? Accélération de Jetnik. Nikolishin qui met derrière la cage d'Osgood. Le palais récupéré par Peter Bondra qui a du mal à négocier cette rondelle. Nikolishin qui peut le faire, c'est bien fait de la part de Nikolishin avec la frappe de Gonchar qui n'est pas cadré.
Bondra, il a Phil Ansley juste derrière, voilà qui est fait. Il va falloir écarter sur la droite, on préfère donner encore à Bondra. Ouais, la bonne interception là de la part de Détroit, et c'est un 1 contre 2 qui se développe, sans véritable conviction. C'est bien fait de la part de Steve Eiserman. Ouais, une deuxième tentative de la part de Doug Brown. Et ce n'aurait pas été la première fois que Détroit aurait marqué en une situation d'infériorité numérique. On se souvient du 6e match, bien évidemment, de la finale de la conférence Ouest face aux Stars de Dallas. Attention tout de même avec cette récupération de Phil Ansley. On cherchait la déviation juste devant l'enclave de Christos Good. Ce n'est pas terminé avec une sortie de la part de la défensive de Détroit. Gonchar. Il fallait récupérer par Fedorov. On écarte aussi loin que possible. Kolsich qui va pouvoir laisser un de ses coéquipiers, en l'occurrence Phil Ansley. Il fallait qu'il circule mieux du côté de Washington. On rentre en possession du palais en zone défensive de Détroit. On cherche à remettre juste derrière, mais de nouveau une imprécision de la part de Phil Ansley. Là, c'est Détroit qui réussit à négocier au mieux ce palais. Une deuxième tentative de la part de Niklas Lidström. Et Kolsich qui a été obligé de laisser un rebond important, qui était masqué sur le premier frappé court. Le palais toujours pour Détroit. Et retour sur la glace de Joey Couture. 5 contre 5 avec Kelkel Johansson. La lutte avec Couture. 13-30 encore à jouer dans cette rencontre. Et une nouvelle fois, on n'aura pas réussi à exploiter la supériorité numérique. Igor Larionov qui remet directement sur Johansson. Et aucun but marqué en supériorité numérique des deux côtés pour l'instant. Frappe de très loin de Joey Junio directement sur Christos Good qui peut relancer à destination d'Igor Larionov. On cherche la transversale qui ne passe pas. Jeff Brown qui a détourné le palais pour son défenseur. Et Zatikanen à la lutte pour récupérer cette rondelle. Martin Lapointe un peu court. Frappe de Chris Simon. Contré par Anders Eriksson. Martin Lapointe pour récupérer. Et ça repart. Eriksson. Martin Lapointe. Anders Eriksson. Le bon pressing avant là imposé par Esa Tikkanen qui vient gêner la progression de Détroit. Chris Simon. On envoie au fond. Et un bon écran de Jamie Macoun pour permettre à Bob Ross de sortir le palais. Peter Bondra à la lutte. Fallait récupérer par Détroit avec le public qui demande maintenant aux hommes de Scotty Bowman de pousser un petit peu plus, de faire la différence. Sergei Gonchar pressé par Sergei Fedorov, fallait récupérer par Thomas Holmstrom. Il va chercher une solution peut-être juste derrière alors qu'il a dans son dos le capitaine de Washington, Dale Hunter. Fallait récupérer par Joe Recchi. Holmstrom encore et toujours à la lutte avec Gonchar. La récupération du puck par l'intermédiaire de Craig Berube. On travaille dans la zone neutre avec maintenant l'accélération de Washington. Gonchar, frappe de Gonchar, double hors-jeu à la bleue et ça continue de brasser. Jamie Macoun face à Dale Hunter. Décidément, le capitaine de Washington qui cherche un peu à déstabiliser les joueurs de Détroit. 11 minutes et 48 secondes encore dans cette rencontre et les Red Wings qui se crispent quelque peu. Oui, ils ont un petit peu plus de mal à évoluer. Ils sont gênés par le bon jeu que donne Washington depuis le début de la deuxième période. Il est vrai qu'on continue à mettre de bonnes mises en échec, même si les 5 premières minutes à l'avantage de Détroit. Washington maintenant réussit à renverser la tendance depuis leur supériorité numérique. Il est clair que le prochain but a une grande importance et que l'équipe qui marquera prend une bonne option. Surtout si c'est Détroit avec 2 buts d'avance. Pour l'instant, Olaf Kolzig est vraiment revenu dans son match après avoir encaissé ses 2 premiers buts en deuxième période. Il a remis son équipe sur les rails. Ouais, il a permis surtout à la défense de Washington de retrouver une certaine sérénité. 11 minutes et 48 secondes. Larry Murphy est revenu sur le banc. Et il repart sur la glace. Petit geste calme de Scotty Bowman.
tout simplement le défenseur le plus utilisé. Avec maintenant presque 500 minutes de présence depuis le début des playoffs sur la glace. On écarte bien le palais. Beaucoup plus de présence dans la zone neutre dans ce troisième tiers du côté de Washington. Andrei Nikolishin préservé en début de match. On ne l'avait pas beaucoup vu dans la première période. Beaucoup plus présent dans le deuxième tiers, puisque c'est lui qui a l'assist sur le but de Richard Jetnik. Et un maximum de temps de glace depuis le début de cette troisième période. Andrei Nikolishin. Palais récupéré par Sergei Fedorov, pressé par Nikolishin. Fedorov encore et toujours. Nikolishin qui va peut-être avoir le dernier mot, mais il y a le soutien juste derrière de Vyacheslav Kozlov à la lutte avec Gonchar. Doug Brown. Brown qui temporise. Oui, c'était bien fait ça à destination de Kozlov, pardon. Palais récupéré par Bondra maintenant, 2 contre 2 qui se développe. C'est bien fait aussi de la part de Richard Jetnik qui s'est scotché sur la ligne bleue. La frappe de Gonchar. Oh, ce palais a été dévié in extremis. Il y avait le feu là dans la défense de Détroit. Ce n'est pas terminé avec Bondra qui cherche à récupérer ce palais alors qu'un joueur de Washington, en l'occurrence Richard Jetnik, est sur la glace. Et il a pris une mauvaise charge par Doug Brown. Lui qui était à l'origine de la déviation sur le shoot de Gonchar. Là, si Richard Jetnik venait à quitter la glace, ça serait un énorme coup dur pour Washington. Tout simplement la perte du meilleur buteur. On revoit l'action, Jetnik qui ressortait du coin. Oh là là. Et la charge, il était dos au jeu. Je me demande s'il n'est pas touché au genou droit par la suite. La charge de Doug Brown. Regardez. Je ne sais pas si Doug Brown ne retombe pas sur le genou droit ou n'implique pas une pression sur le genou droit qui donne une torsion. Richard Jetnik, non. C'est un solide gaillard. Il va pouvoir retrouver sa place parmi sa formation. Chris Osgood, qui lui a des statistiques sensiblement identiques à celles de la saison régulière. Donc il y avait une moyenne de 2,21 de buts encaissés par match. Et qui a 2,22 pour l'instant dans ses playoffs. Retour au jeu. C'est clair aussi, puisque vous parlez des statistiques des gardiens, Stéphane, qu'il est beaucoup plus évident pour un gardien de briller à ce niveau-là lorsque l'on n'est pas forcément dans une équipe de premier plan que pour un gardien comme Chris Osgood qui lui, attention avec cette énorme occasion là pour Jetnik. On va avoir l'occasion de reparler de Chris Osgood car là il vient de réaliser un arrêt absolument superbe. L'occasion n'était pas pour Jetnik, elle était pour Joey Juno qui se retrouvait complètement seul devant le slot. Et regardez l'ovation des supporters. Un petit peu en retard au départ de l'action face à Joey Juno. Ouais, pour revenir sur notre idée, Stéphane, dire que pour un gardien comme Chris Osgood, c'est moins évident d'avoir des stats de premier plan lorsqu'on évolue dans une formation comme celle des Red Wings. Effectivement, avec de toute façon une équipe beaucoup plus forte devant vous, vous brillez plus facilement lorsque l'équipe est faible, vous avez plus de shoot et plus d'occasions de briller. C'était le cas de Dominique Hasek ou de Kolzik dans leur équipe, alors qu'avec une équipe fortement bien établie en défense et sur un système défensif bien mis en place, il est clair que c'est beaucoup plus difficile, que ce soit pour des gardiens comme Belfour, Broder ou bien encore Osgood qui ont vraiment qui jouent avec des équipes qui ont un très très bon système défensif. Osgood qui là, on l'a revu sur ce ralenti, a réalisé un arrêt absolument décisif pour empêcher Washington de revenir à 2 partout dans cette rencontre. Nous sommes maintenant dans les 10 dernières minutes de ce match. Il était un petit peu en retard au départ de son arrêt face à Joey Juno. Avec la jambière, il a réussi à récupérer le palais avec sa jambière droite.
Adam Oates face à Chris Draper pour cette remise. Adam Oates que l'on n'a pas beaucoup vu dans cette rencontre. Il a moins pesé sur le système offensif de Washington avec une accélération de Chris Draper. Il a des espaces maintenant. Draper directement sur Colsich. Ouais, il y a le bon écran pour intervenir devant Darren McCarthy. Quelle accélération de Draper. Draper qui donne un bon lancer, c'est important. Il a pu se retrouver en position de shoot et n'hésite pas. Même si le shoot n'est pas très puissant. Un bon lancer balayé. Et Colsich capte avec sa mitaine. Après son arrêt qui a toujours tendance à aller vers le joueur qui fonce sur lui plutôt que de reculer pour l'éviter. Barry Smith, le coach assistant de Scotty Bowman. Armstrong, la remise à la bleue. Ouais, la tentative et maintenant l'accélération. Et l'accélération, la tentative pour Joey Junior face à Chris Osgood. Le breakaway mené par Joey Juno qui ne va pas à son terme car il vient buter sur cet homme, Chris Osgood, qui fait se lever toute la Joey Louis Arena, Stéphane. Sur une erreur à la ligne bleue, à nouveau à la ligne bleue défensive. Pour les joueurs de Détroit, la contre-attaque de Joey Juno qui aura eu 2 occasions de marquer en moins d'une minute. Et là c'est Armstrong qui commet cette erreur avec Jamie McCoon en fait, qui voulait donner un lancer balayé et il est intercepté par Joey Juno. Accélération, le bon retour défensif de la part de Bob Rose. Joey Juno qui est l'homme des buts de la victoire pour l'équipe de Washington. Jusqu'à 4 reprises dans ses playoffs. Il est à l'origine du but qui a permis de gagner à son équipe, dont 2 en mort subite. Larionov qui peut donner de l'autre côté. Anders Eriksson repris par Peter Bondra. Au niveau du physique, on est en train de reprendre le dessus du côté de Washington. Ouais, Palais intercepté une nouvelle fois dans la zone neutre. Remettre derrière la cage d'Osgood qui va pouvoir laisser pour Slava Fetisov. 9 minutes et 15 secondes encore à jouer dans cette rencontre. Et tout peut arriver. Brendan Shanahan. Dans le casque de Larionov. Kel Johansson qui écarte sur la gauche. Palais repris dans la neutre par Détroit. Larionov qui lui est obligé de temporiser. Attention au surnom là au niveau du changement de ligne. À ne pas se faire pénaliser comme dans le deuxième tiers. Ouh là là, monsieur McCrary, lui, il a sorti le vent du boulet. 8 minutes et 47 secondes. Joey Juno est certainement encore en train de penser à cette énorme occasion qu'il a eu face à Chris Osgood. C'était particulièrement délicat à négocier car il aurait certes pu s'avancer un mètre de plus devant Chris Osgood, mais comme le gardien de Détroit était bien avancé devant sa ligne et qu'il y avait ce retour de Bob Rose pour couper la trajectoire, il a été obligé de tirer rapidement et là forcément c'est pas forcément plus facile mais plus évident à négocier pour un gardien. Ce qui est très important, c'est qu'il ait donné un shoot, ça permet de solliciter Osgood, de le faire travailler en fin de match, c'est une bonne chose. Plus le temps avance, plus la pression monte sur les gardiens de but qui, eux, n'ont pas le droit à la moindre erreur. On a vu l'erreur à la ligne bleue du joueur de Détroit, du défenseur de Détroit. En l'occurrence Jamie McCoon. Brian Bellows en grande discussion avec Adam Oates. Qui n'a pas entraîné de but, mais une erreur de Osgood maintenant ou de Kolzig. Par contre c'est clairement fatal. La remise dans la zone neutre avec un palais récupéré encore et toujours. Et là au niveau des statistiques, et bien sur les face-offs, c'est Washington qui prend l'avantage. Récupération de Niklas Lidström, deuxième buteur de Détroit aujourd'hui. Kozlov qui écarte vers Fedorov. Oui, un jeu beaucoup plus direct trouvé par Détroit. Et Doc Brown qui cherchait à faire une passe dans le dos, qui a été coupé par le défenseur de Washington.
transversale. Joe Recchi sera le premier sur ce palais, juste devant Kozlov qui va pouvoir récupérer. On cherche à remettre juste derrière. Il y a de plus en plus de précision dans les contrôles de rondelles. Ouais, bien Kozlov, le breakaway face à Gonchar. Et Kocic qui s'impose de la jambière droite. C'est pas terminé avec Fedorov. Troisième intervention décisive de la part de Kocic. Superbe tentative de loin de la part de Larry Murphy. Un gros frappeur à la bleue, ça ne passe pas. Il était encore présent, il a également dévié le palais, Olaf Kocic qui revenait de derrière la cage. Et là ça part avec Bondra de l'autre côté, il y avait eu un coup de sifflet. Peut-être pour une position de 2 lignes. Godzilla, le surnom d'Olaf Kocic qui s'est imposé. Regardez l'accélération de Kozlov. Énormément gêné par Gonchar qui réussit tout de même à donner un shoot qui est arrêté par la jambière droite de Kocic qui se met parfaitement à terre, qui a suivi l'action, qui ne fait pas le premier geste, qui attend que Kozlov, j'avais du mal, mais voilà, Kozlov fasse le premier mouvement. Il y a les deux gardiens sont présents sur cette fin de match. Armstrong qui écarte sur la droite, Bob Rose pour donner une solution à Darren McCarthy avec Steve Yzerman dans son dos de pouvoir récupérer. Voilà qui est fait avec le capitaine de Détroit qui dans un angle absolument impossible il a sollicité une nouvelle fois Olaf Kocic qui avait parfaitement bouché l'angle. C'est une de ses grandes spécialités Olaf Kocic. Parfaitement bien sur ses appuis une nouvelle fois. On va revoir cette situation avec le bon pressing de la part de Darren McCarthy. La récupération de Steve Yzerman qui en pivot trouve le shoot. Il n'hésite pas à shooter entre les jambières du défenseur. Kocic qui prend énormément de place dans sa cage. Dû bien sûr à son gabarit. Et qui a progressé également énormément dans les déplacements. Nouvelle tentative de Détroit avec Armstrong qui vient buter sur Johansson. Ouais. Il y a du brassage un peu là avec Joe Recchi. Plutôt Jeff Brown face à Armstrong. Accélération de la part de Joey Juneau qui bute sur Steve Yzerman. Jamie Macoun qui est repris par Juneau. Une tentative de Brian Bellows qui bute sur Christos Good. Ce n'est pas terminé. Ce palais qui ne sort pas. On frappe à la bleue. Brian Bellows face à Christos Good. Et le gardien de Détroit qui peut capter ce puck. Ce qui est très intéressant également, c'est de voir en fait chaque gardien après son arrêt qui regarde en haut vers l'écran et le chronomètre central qui repasse au ralenti en fait les shoots. Et pour l'instant, il est vrai que les deux gardiens font des merveilles. 2 arrêts coup sur coup pour Kocic, 2 arrêts coup sur coup pour Osgood. Le premier avec un rebond, le palais repart à la ligne bleue, à la limite de ressortir juste dans la zone. Et le shoot sans donner de rebond, ce qui est très important, car Bellows est présent. Et on a vu le retard un petit peu tardif de Jamie Macoun. Et la frappe à la bleue a été signée Joe Recchi avec une superbe intervention de la crosse de la part de Chris Osgood qui effectue pour le moment une 3e période absolument superbe. La récupération du palais de la part de Jetnik qui frappe directement sur un de ses coéquipiers, en l'occurrence Dale Hunter. Slava Fetisov face au capitaine des Caps. C'est récupéré par Hunter une nouvelle fois. Jetnik à la lutte avec Brendan Shannon. Il y a le feu pour le moment là dans la zone de Détroit. Anders Eriksson, le palais est récupéré. On cherche à remettre immédiatement dans le slot pour venir gêner Chris Osgood. Et Détroit qui cherche à sortir. Il faut protéger ce palais. Bonne sortie de Olaf Kocic. Il perd cette rondelle dans la zone neutre. Joey Couture. Draper, Couture à la lutte. Kurt Malby et Esa Tikkanen qui va pouvoir relancer le jeu de Washington. Tentative de mise en échec de Malby sur Esa Tikkanen. Et il y avait une position de hors-jeu de la part de Peter Bondra. Esa Tikkanen qui n'a pas bien apprécié la charge un petit peu haute, qui a pris un coup de la hauteur du visage. Après s'être débarrassé du palais, après avoir flippé le palais. Il va essayer de faire justice rapidement sur Kurt Malby qui revient gentiment avec un petit coup d'épaule avec petite tête de côté. Et les deux hommes qui se retrouvent sur le banc.
Ah, c'est clair qu'on cherche à s'impressionner. On revient au jeu avec Gonchar pour Washington qui a réussi à trouver une solution avec Andrei Nikolishin directement sur Chris Osgood. Oui, il faut dégager cette rondelle rapidement à destination de Brendan Shannon. La récupération de Chris Simon. Peter Bondra un peu court pour récupérer juste derrière Larry Murphy. Igor Larionov qui aura Martin Lapointe. Et Washington qui repart avec Simon. Tentative qui n'est pas cadrée, Nikolishin. Il y a un petit peu de flottement pour l'instant dans la défense de Détroit. On sort calmement le palais pour changer de ligne. Elle est récupérée par Sergei Gonchar. Et Washington qui continue à faire le jeu. Oui, avec l'accélération de Chris Simon maintenant qui est obligé de temporiser. On voulait donner sur la droite pour Joey Junio. Simon encore et toujours qui va pouvoir redonner vers Gonchar. Moins de 5 minutes encore à jouer dans cette rencontre. Et toujours 2-1 en faveur des Red Wings de Détroit qui subissent incontestablement le jeu des hommes de Ron Wilson. 4 minutes et 51 secondes encore à jouer. Beaucoup plus d'agressivité dans le bon sens du terme pour l'équipe de Washington. Des mises en échec dans la zone offensive. On récupère beaucoup plus de palais. On ressort vainqueur des duels le long de la balustrade. Et c'est ce qui a permis d'inquiéter plusieurs fois Osgood, ce qui n'avait pas été réellement le cas dans la première période. C'est un nouveau break, Stéphane, l'occasion pour nous de parler basket, puisque sur l'antenne de Canal, vous suivez aussi la finale de la NBA entre Chicago et Utah. Mercredi 10 juin, rendez-vous 3 h du matin avec Bruno Poulain et George Eddy pour le 4e match. On se voit une petite bande-annonce. Pass under the Carmelo, what a pass. Oh, man. Score the bucket, Carmelo. Now Stockton, he's got a shot. Here's the three for the game. Stockton hits the three. It's over. The Jazz won the West. Chicago face au Jazz d'Utah. Chicago qui mène pour le moment 2 victoires à 1 après un match absolument splendide. Le précédent que vous avez très certainement suivi sur Canal avec 42 points mis par les Bulls au Jazz. 42 points d'écart. 42 points d'écart, bien évidemment, on s'était compris. Allez, nous, on revient au jeu ici sur la glace de la Joe Louis Arena pour les 5 dernières minutes de ce match. Avec un palais récupéré par Cal Johansson. Place derrière la cage de Chris Osgood. Adam Oates au pressing sur Steve Yzerman. Sergei Fedorov transversal directement vers qui Vers McCarthy qui complète son échec avant par une bonne boîte. Avec un seul homme qui force maintenant pour Détroit. On revient à 4 joueurs à la ligne bleue. Chris Osgood qui va pouvoir relancer tranquillement. Voilà qui est fait. Steve Yzerman au pressing derrière Joey Juno. Lidstrom pressé. Joey Juno n'a pas réussi à récupérer Spock. Jeff Brown trouve la solution sur la gauche. Puck flippé pour mettre dans la zone de Détroit. Jamie McCool le premier sur cette rondelle. Changement de ligne dans quelques instants du côté de Détroit. Et Zach Allen qui avait évité la première boîte et qui continue à être bloqué le long de la balustrade par Lapointe. Dégagement de Bob Rose. Et ça passe derrière le plexi. Et regardez l'attitude de Dale Hunter. Toujours un peu provocatrice. Le tout sous le regard de cet homme, Scotty Bowman, on vous en parlait. C'est le plus grand entraîneur dans l'histoire de la NHL. 7 coupes Stanley à son actif.
que Ron Wilson, lui, est en train de vivre le plus grand moment de sa carrière, puisque pour sa première année en tant que coach des Capitals de Washington, eh bien, il les emmène, et ce pour la première fois dans l'histoire de la franchise, en finale de la Coupe Stanley. Ron Wilson qui précédemment évoluait du côté des Ducks d'Anaheim. Également un ancien joueur de Ligue nationale qui avait fait 177 matchs dans l'équipe des North Stars à l'époque où il était encore au Minnesota. Ouais. Minnesota, plus exactement. Cette franchise des Minnesota North Stars qui par la suite a été rachetée par Dallas pour devenir les Dallas Stars. Richard Jetnik est sur la glace. On va compter sur son sens du but pour tenter d'égaliser à 2 partout et pourquoi pas partir en mort subite. Tout de suite l'accélération de la pointe pour monter sur le défenseur. On a pris la mise au jeu. Et cette récupération de Niklas Lidström, on temporise de plus en plus pour trouver des solutions, mais voilà qui a fait avec Steve Yzerman, qui voulait repiquer par le centre, bien coupé par Kyle Johansson. Lidström vers Brendan Shanahan, les 3 dernières minutes maintenant avec Peter Bondra qui peut récupérer ce palais mal négocié par Brendan Shanahan, la mise en échec avec Andrei Nikolishin dans le dos de Larry Murphy. Et palais remis directement vers Bondra. Et ça va pouvoir ressortir sur la gauche par l'intermédiaire d'Igor Larionov du côté de Détroit. Pas pour longtemps, Bondra sur la droite, Nikolishin qui n'a pas suivi, Kozlov pour la récupération. Kozlov qui passe entre les 2 joueurs. Ouais, c'est bien fait de la part de Vyacheslav Kozlov. Il aura une solution sur la gauche avec Larionov. Oh, quelle situation avec un Olaf Kolzig qui a été complètement gêné pour négocier ce palais et qui s'est retrouvé avec face à lui Igor Larionov. Grosse frayeur. Tout petit shoot dévié par ses défenseurs après la bonne accélération de Kozlov. Un des joueurs va détourner le palais. Kolzig va le toucher avec son épaule mais le perd totalement de vue et heureusement qu'il ne tape pas sur le haut de son dos. Et immédiatement, regardez tous les défenseurs qui viennent placer leur crosse sur tous les angles parce que Olaf Kolzig n'avait pas vu que cette rondelle était entre ses jambes. Voilà qui est fait, une fois devant, une fois derrière. Et il ne sait absolument pas où est le palais, c'est un des joueurs qui le dissimule sous sa jambière. Et il a eu de la chance que ça ne tape pas sa jambière ou bien son dos. On regarde au ralenti ce qui s'est passé. Je parle pour Olaf Kolzig qui regardait encore vers le chronomètre, pas pour nous. Que l'on ne recale rien au magnétoscope. Adam Oates face à Steve Yzerman dans les moins de 3 dernières minutes à jouer encore avec une tentative de loin sur le poteau. Oh, cette rondelle qui vient heurter le poteau gauche. Olaf Kolzig qui a eu des difficultés à voir d'où partait ce tir. C'est récupéré par Gonchar. Gonchar pour donner sur la gauche. Et le public de la Joe Louis Arena qui scande Let's go Red Wings. Kolzig qui ne tardera peut-être pas à quitter sa case si jamais il n'y a pas d'arrêt de jeu. Ouais, Bob Rose pour sortir. Attention au pressing de Brian Bellows. Bellows à la lutte avec Slava Fetisov. Darren McCarthy qui est présent pour pouvoir sortir ce palais. Il aura un relais avec un de ses coéquipiers, Sergei Fedorov. Kolzig qui va laisser immédiatement pour Esa Tikkanen. Encore 1 minute et 30 secondes à jouer. Sergei Gonchar. Les dernières cartouches des Capitals de Washington pour revenir à 2 partout. Peut-être. Joey Juneau qui n'arrive pas à récupérer. Bondra, palais en retrait pour Andrei Nikolishin. Nikolishin derrière la cage de Chris Osgood. La frappe de Kyle Johansson qui est contrée. La nouvelle tentative d'Andrei Nikolishin et ça passe largement au-dessus du plexi. Ça devient de plus en plus délicat et autant vous dire tout de suite que Scotty Bowman, lui, n'attend qu'une chose, c'est le retentissement de la trompe pour annoncer la fin de cette rencontre car les Red Wings incontestablement, Stéphane, ont du mal. Oui, tout comme Osgood qui attend également ce coup de sirène final. Et sur le bon travail qu'ils ont effectué en tout cas, Washington mériterait d'égaliser avant la fin du temps réglementaire.
Thibaut Bondra qui était présent devant Osgood et qui le masque totalement sur ce shoot parti de la ligne bleue. Temps mort demandé par les Capitals de Washington avec Ron Wilson en grande discussion avec Brandon Bondra et tous les autres. On va, comme vous l'avez annoncé Stéphane, vraisemblablement faire sortir rapidement Olaf Kolzig dès que le palais se trouvera dans la zone de Détroit pour apporter une solution offensive supplémentaire, c'est-à-dire se retrouver à 6 contre 5. Regardez Barry Smith et Scotty Bowman. Ils sont inquiets car ils savent qu'il y a danger pour le moment. Oui, on va certainement retrouver Johansson sur la glace du côté des Capitals avec Gonchar, Junot, Bondra, Zetnik. Et je laisse au coach le choix des dynamiques. Le dispositif tactique qui est en train de mettre en place Ron Wilson pour rentrer en mort subite. Tenter du moins de rentrer en mort subite. Il s'agit de prendre le centre le plus en forme pour la mise au jeu. Scotty Bowman toujours sur le même ton et avec les mêmes gestes. Défense bien sûr Larry Murphy pour Détroit. Qui va-t-on retrouver pour la mise au jeu? Voilà cette cage vide d'Olaf Kolzig pour cette rentrée annoncée d'un 6e joueur des Capitals de Washington. Mais attention, attention tout de même. Interdiction de perdre le puck pour Washington sur cette remise. Alors c'est Andrei Nikolishin qui vient derrière, il a un soutien. Il a Joey Junior, regardez, tout le monde bien pressé avec la récupération de Tikkanen, la frappe qui est contrée. Ce n'est pas terminé avec encore et toujours Washington en possession du puck. La récupération peut-être pour Détroit. Nous sommes dans la dernière minute maintenant avec Richard Zetnik pressé par Larry Murphy. Darren McCarty pour sortir cette rondelle. Il faut presser, ne pas faire sortir cette rondelle de la zone de Détroit avec la récupération. Tikkanen est derrière, la tentative de Bondra. Et Andrei Nikolishin qui vient se battre. Darren McCarty qui a du mal. Jeff Brown qui lui aussi a du mal à récupérer ce palais. C'est fait par Sergei Fedorov. Et ça ne rentre pas dans la cage. Et Tikkanen qui est là. C'est un dégagement interdit qui va permettre à Washington de revenir dans la zone de Détroit. Oh oui, il y a de la frayeur. Oui, 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 oui. Il reste moins de 30 secondes, monsieur Ken Holland, à jouer. Scotty Bowman qui n'en croit pas ses yeux. Ce puck est venu heurter le poteau droit de la cage complètement vide de Washington. On revoit cela. Jeff Brown dans la lutte avec Darren McCarty. Résultat juste derrière. Eiserman réussit à donner à Sergei Fedorov. Fedorov qui a un petit peu de mal à contrôler le palais, qui cherche à shooter, qui aurait pu attendre encore un petit peu et qui manque la cage en shootant à gauche et avant la ligne rouge avec un temps mort, on le voit à l'écran, demandé par Scotty Bowman. Et en fait, ça ne heurte pas le poteau droit, mais ça frôle ce poteau. En tout cas, c'était une excellente occasion pour Sergei Fedorov de venir tuer ce match. Et regardez, il est bien déçu. Logiquement, le temps mort demandé par Scotty Bowman, il va certainement utiliser les mêmes joueurs. On va retrouver Fedorov pour la mise au jeu. Avec la présence d'Eiserman aussi. 2 centres en fait sur cette dernière présence. Ça donne également la possibilité au coach de Washington, Ron Wilson, d'utiliser les mêmes joueurs. Qui a eu 2 occasions de marquer, en tout cas dans cette supériorité provoquée par la sortie de Olaf Kolzig. On a travaillé très fortement dans la zone défensive de Détroit. Récupéré énormément de palais le long de la balustrade. Et on ressort vainqueur des duels dans cette 3e période, contrairement aux 2 premières pour cette équipe de Washington. En tout cas, Stéphane, on peut vraiment le dire, on a retrouvé dans cette 3e période une équipe de Washington complètement libérée à l'image de ce que l'on avait vu en début de match. Par la suite, il y a eu un peu plus de crispation, mais là, c'est superbe ce que réalisent les hommes de Ron Wilson avec une tentative des Tikkanen, qui est déviée in extremis par Chris Osgood. Ce palais est encore récupéré par Adam Oates. C'est une lutte sans merci avec un nouveau coup de sifflet de Brian McCreary. Alors, qu'a-t-il remarqué l'arbitre de cette rencontre? C'est Tikkanen qui va changer de crosse.
mise au jeu parfaitement gagnée avec une bonne occasion de shoot. Le Palais qui n'était pas sur la glace passe au-dessus. Alors dans les statistiques, Stéphane, c'est important ce qui va se passer ce soir, car sachez que depuis 1939, date à laquelle la NHL a décidé que la Coupe Stanley se jouerait au meilleur des 7 matchs, et bien l'équipe qui a remporté la première rencontre s'est imposée 46 fois sur 58, soit à 79% au final dans la Coupe Stanley. Et l'équipe qui a remporté les 2 premiers matchs s'est imposée 35 fois sur 38, c'est-à-dire à 92%, avec un Palais qui est dévié par Chris Osgood. Il reste moins de 10 secondes maintenant encore à jouer. Et Détroit qui réussit à s'en sortir. Tikkanen qui accélère. Tikkanen qui écarte. Et on va en rester là dans ce match, sur cette victoire de Détroit qui s'impose de manière extrêmement serrée. 2 buts à 1, 2 buts inscrits dans la première période par l'intermédiaire de Joey Couture et de Niklas Lidström. Un seul but pour les Caps de Washington par l'intermédiaire de Richard Zetnik. Ça a été très très chaud et on est très très impatient, Stéphane, de suivre ensemble bien évidemment le deuxième match que l'on aura sur Canal en direct à partir de 2 h du matin dans la nuit de jeudi à vendredi prochain, le 11 juin. Steve Yzerman interviewé. Nous on va être obligé de rendre rapidement l'antenne. Stéphane, on se retrouve jeudi pour ce deuxième match. En tout cas, Détroit mène 1-0 dans cette finale de la Coupe Stanley 98. Je vous souhaite une excellente fin de nuit à tous. Salut! Bonjour à tous, c'est le retour du foot américain sur Canal+ le samedi après-midi avec une rencontre opposant les champions en titre de Denver face aux finalistes d'il y a 2 saisons, les Patriots de New England, Philippe Châtenay. En effet, un match très important pour cette ouverture de saison pour le champion en titre, les Broncos de Denver, puisque l'équipe des Patriots de la Nouvelle-Angleterre est un de leurs rivaux principaux et ça commence bien pour Elway. Première action du match, belle passe pour Ed McCaffrey. Ça met Jason Elam en bonne position pour réussir un coup de pied à 3 points à 53 yards de distance. Et donc les Broncos de Denver prennent davantage 3-0. Sur le coup de pied d'engagement qui suit immédiatement, c'est Derek Colors des Patriots qui est à la relance. Regardez-le zigzaguer. Remarquable parcours. Il sera finalement plaqué, mais seulement au bout de 68 yards de relance. Cela met les Patriots à leur tour en bonne position pour essayer d'égaliser. Mais malheureusement, Adam Vinatieri, le botteur de précision, rate les poteaux. Il passe à droite. Et donc, toujours 3-0 pour les champions en titre, les Broncos de Denver. Du jeu très spectaculaire, un coup de pied de 53 yards et une belle relance de plus de 60 yards déjà. Nous reprenons là le fil du match avec Denver en attaque. John Elway, le quarterback, aux commandes, donne ses consignes. Premier et 10 depuis les 49 yards. Et c'est un sac! Remarquable sac infligé par Brandon Mitchell à John Elway. C'est le premier sac d'un quarterback de sa carrière pour Mitchell. Et Pete Carroll a annoncé la couleur. L'entraîneur de New England a dit « Nous allons mettre la pression sur John Elway aujourd'hui ». 9 yards perdus sur ce sac, donc deuxième et 19 yards. Elway échappe à un premier plaqueur, trouve un receveur, Justin Armour. 23 yards gagnés. Quelle formidable passe de John Elway, la star des stars. Il a 38 ans, il a décidé de faire une dernière saison après avoir gagné le titre. Il a perdu 3 Super Bowls avant d'enfin gagner un Super Bowl la saison passée. Premier et 10, une course de Terrell Davis qui avait été l'arme absolue des Broncos dans le dernier Super Bowl que vous avez, j'espère, pu voir sur Canal+, un des Super Bowls les plus excitants depuis que la NFL existe. On voit que Terrell Davis a gagné le 2e plus grand nombre de yards pour un running back la saison passée, derrière le légendaire Barry Sanders, le coureur des Lions de Détroit, qui lui est encore dans la NFL cette saison. Et c'est vrai que Davis était l'homme clé de cette victoire au Super Bowl pour Denver.
Deuxième tentative, 5 yards à gagner pour avoir droit à une nouvelle série de 4 tentatives en attaque. Elway donne ses consignes, confie le ballon à Terrell Davis et bon plaquage de Johnson. On voit le style de coureur de Terrell Davis qui va toujours vers l'avant. C'est un running back qui perd assez rarement du terrain. On dit qu'il a un jeu conservateur, pas très flashy, mais il est très efficace. Troisième tentative maintenant, 3 yards à parcourir pour les Broncos. John Elway en position reculée, on appelle ça la position fusil de chasse dans le jargon du football américain. Cherche un receveur, n'en aperçoit pas et décide d'y aller lui-même. Magnifique plongeon en avant. 13 yards gagnés par Elway. Quel courage! Il avait réalisé lors du Super Bowl une action similaire. Il a fait don de son corps pour la cause de son équipe. Et une nouvelle fois, on voit que cet homme-là est vraiment exceptionnel. 38 ans, 16 saisons en NFL. Il a une fortune personnelle extraordinaire, mais il a continué à jouer. C'est pas pour l'argent, c'est pour l'amour du jeu. C'était une première tentative et 10 yards à 15 yards de la ligne des Patriots. Vous voyez le coordinateur défensif des Patriots, l'air un peu inquiet quand même, de voir la machine Elway et Terrell Davis en face de lui. Deuxième tentative et 7. Elway donne ses consignes, ça va être une passe, il cherche, il a du temps. Et touchdown pour Shannon Sharpe. Fantastique! Et regardez cet enthousiasme. Il n'est pas du tout usé. Il a envie encore de jouer dans le foot américain pro. Feinte à droite et petite passe bien dosée pour le tight end, le receveur rapproché. Le point de la transformation est réussi par Jason Elam. Mais voilà les Broncos qui prennent une avance conséquente. Ils mènent 10-0 ici chez eux à Mile High Stadium. On le revoit ralenti. Regardez le bon parcours réussi par Shannon Sharpe qui se fait oublier dans la zone d'en but. Denver possédait déjà la meilleure attaque de toute la NFL la saison passée. Et il a toujours la passion, John Elway. Voilà ses statistiques, 5 passes réussies sur 7 tentées. Très bon pourcentage. Et maintenant on voit au ralenti une deuxième occasion pour les Patriots d'ouvrir le score. Mais cette fois-ci la tentative de coup de pied à 3 points d'un Vinatieri est contrée par Trevor Pryce des Broncos. On reprend maintenant le fil du match avec Denver en attaque. Nous sommes dans le deuxième quart-temps. Une passe d'Elway, il est sous la pression, il réussit quand même à se débarrasser du ballon au profit de Griffith, le fullback, c'est-à-dire le coureur lourd. Généralement pas la cible des passes d'Elway, mais là, il était un peu la soupape de sécurité. Ah, Georges, on dirait que Shannon Sharpe, me semble-t-il, est secoué sur l'action. C'est lui qui vient de marquer le touchdown avec une belle réception. Il va faire un bloc formidable, mais en faisant ce bloc pour libérer Griffith, le coureur, il va se donner une petite commotion cérébrale. On espère qu'il va pouvoir revenir un peu plus tard dans le match. Regardez encore une fois ce bloc incroyable. Boum! Et c'est le percuteur qui s'est fait mal. Shannon Sharpe a l'air d'aller mieux. Il est sur le bord de touche. On doit lui demander son adresse. En quelle année sommes-nous? Et si ça va. Ils ont l'air de bien rigoler, mais pour Shannon Sharpe, c'est plutôt douloureux. Pendant ce temps-là, Terrell Davis a gagné 5 yards avec une course. Donc deuxième tentative et 5 maintenant. Les Broncos sont sur la ligne des 45 yards de la Nouvelle-Angleterre. Et c'est une course de Howard Griffith, celui qui a capté la passe il y a quelques instants. Revenu à un rôle plus traditionnel de coureur. Oui, la saison passée, il n'a eu que 9 occasions de courir avec le ballon pendant toute la saison. C'est surtout un bloqueur. Troisième tentative et 3 yards pour John Elway des Broncos. Il cherche une nouvelle fois un de ses receveurs. La passe longue, oulala. Ah, est-ce que c'est une interception réussie par Malloy? Non, les arbitres ont sifflé. Selon eux, le ballon a touché terre. La cible de John Elway a été Will Chamberlain. Ah oui, non, le ballon en a effet, rebondi. le ballon a touché le gazon bien vert, bien vrai de Mile High Stadium. Et donc ça va être un coup de pied de dégagement pour les Broncos puisqu'ils ne sont pas arrivés à gagner les yards nécessaires. Le coup de pied s'élève bien et sort dans l'embut. Ah, mais il semble que monsieur l'arbitre chef Jerry McBride a vu une faute hors jeu de la part des Patriots. C'est une grosse bêtise de la part des Patriots parce que là, au lieu de récupérer le ballon, ils vont le rendre aux Broncos et qui plus est,
les Broncos vont avoir droit à une nouvelle série de 4 tentatives. Oui, c'est McGuinness qui a fait cette bêtise. Ils sont maintenant sur la ligne des 38 yards de la Nouvelle-Angleterre, les Broncos. Elway bien protégé, petite passe pour Rod Smith, bien joué. 3 yards gagnés. Rod Smith qui a marqué 12 touchdowns avec 70 réceptions la saison passée. Une des cibles préférées d'Elway. C'est vrai qu'on a un beau duel de quarterback aujourd'hui et des bons receveurs aussi. Deuxième tentative et 7. Elway, petite passe pour Rod Smith, lui aussi qui a été l'un des piliers de l'efficacité offensive des Broncos de la saison dernière. On suit là le parcours de Rod Smith. Regardez, il va prendre de vitesse son marqueur immédiat. Se trouver une oasis de paix au milieu de la défense de la Nouvelle-Angleterre. Il est bien revenu vers le ballon pour le protéger. Une nouvelle passe toujours pour Rod Smith. Est-ce qu'il a réussi à mettre les 2 pieds à l'intérieur du terrain une fois qu'il était en possession du ballon? Will Chamberlain fait signe que oui. Monsieur l'arbitre lui donne raison. Et voilà, un magnifique gain de 14 yards. Regardons au ralenti. Il a le ballon et les 2 pieds sont par terre à l'intérieur des limites du terrain. Bravo Rod Smith. Première tentative à moins de 10 yards de la ligne de but de la Nouvelle-Angleterre pour Terrell Davis. Davis qui vise le Ils vont donner le touchdown. Ça paraît incroyable. Il n'a pas traversé la ligne. Et ça discute très fort. L'arbitre fait signe que oui, il y a touchdown. On va le revoir. Regardez, c'est le ballon qui compte. Ce n'est pas le porteur du ballon. Il faut que le ballon passe à l'intérieur du poteau qui marque la zone d'en but. Et ben, sous cet angle-là, Georges, peut-être la caméra a un peu menti. En tout cas, les arbitres ont dit oui, touchdown. Transformation réussie par Jason Elam. Et donc Denver qui s'envole ici à Mile High Stadium. 17-0. Voilà le score alors que nous approchons de la fin de cette première mi-temps. Premier touchdown de la saison de Terrell Davis qui a marqué 15 touchdowns la saison passée. Le coup de pied de réengagement est donné par les Broncos et le ballon sort derrière la ligne de but. Donc ce sera un touchback, c'est-à-dire que la Nouvelle-Angleterre va prendre le contrôle du ballon sur ses propres 20 yards. On voit que Elway domine au niveau statistique, déjà plus de 130 yards à la passe. Maintenant au tour de Drew Bledsoe dans sa 5e saison. C'est quand même un jeune quarterback qui a formidablement bien réussi jusque-là. En 4 saisons, déjà 105 passes pour des touchdowns. Mais en playoff, c'est vrai, il a 3 victoires et 3 défaites. Mais il y a 2 saisons, ils ont fait le Super Bowl. C'est déjà pas mal pour New England. Deuxième tentative et 8. Bledsoe sous la pression réussit quand même à trouver Carter. Et Carter projeté en touche avec beaucoup d'énergie par le défenseur. Et seulement au bout d'un gain de 11 yards. Donc première tentative désormais pour les Patriots. On le voit ralenti, regardez. Bledsoe, beaucoup de métier. Une petite passe qui n'était pas un modèle du genre, mais qui est arrivé à son destinataire. Et là, Carter se bat comme un beau diable pour gagner ses 11 yards. Première et 10 donc, sur les 33 yards, leur propre 33 yards. Une course de Robert Edwards. On vous disait un très beau duel de quarterback aujourd'hui. Sachez que la saison passée, John Elway a lancé 27 passes pour les touchdowns, son record personnel pour une saison régulière. Et Drew Bledsoe a lancé un touchdown de plus, 28. Donc ce sont vraiment 2 quarterbacks au sommet de leur art. Deuxième tentative, 7 yards à gagner pour les Patriots. Une course une nouvelle fois de Robert Edwards qui gagne 6 yards. C'est pas tout à fait assez. Edwards, le rookie qui remplace Curtis Martin, la star qui joue maintenant pour les Jets de New York avec l'ancien coach de New England, Bill Parcells. Jerry McBride, l'arbitre, fait signe qu'il y avait un hors-jeu. Et donc, pénalité contre les Broncos. Le coupable s'appelait Washington. Donc, deuxième tentative et 2 yards maintenant sur leurs propres 41 yards. Une course de Robert Edwards. Georges a raison de le souligner. Les Patriots sont à la recherche d'un bon coureur cette saison. Et Robert Edwards a l'opportunité de faire ses preuves depuis le départ de Martin. Oui, il a été drafté ou choisi au premier tour. Et il a marqué 13 touchdowns dans sa dernière saison universitaire. Très bien. Première et 10, longue passe pour Jefferson, qui est tout seul et qui va y aller. Non, je crois qu'il a été arrêté à quelques centimètres de la ligne.
Où était oui. le défenseur, Philippe? Jefferson était tout seul dans son coin. C'est bien, ça va peut-être relancer l'intérêt de ce match parce que New England doit marquer un touchdown avant la mi-temps pour redonner un peu d'intérêt à cette rencontre. Et pour se redonner du moral, là, c'est dommage pour la Nouvelle-Angleterre que Jefferson ne soit pas allé au bout. Mais là, ils ont une première tentative. 1 yard à gagner pour le touchdown. Non! Edwards est stoppé par une défense des Broncos. Très remonté. On a vu Bill Romanowski, le linebacker, le 53, au cœur de la mêlée. Mais, Georges, ils ont encore 2 tentatives pour essayer de gagner ce yard. Ah oui, la NFL, ce n'est pas le foot américain universitaire. Il a fait ses études à Georgia, Robert Edwards. Deuxième tentative pour marquer touchdown, ça y est! Edwards marque le premier touchdown de sa carrière pro. Dans son premier match pro, pas mal. Ah bah voilà qui va rendre un petit peu de suspense à cette partie. 6 points marqués sur ce touchdown avec peut-être un 7e point de la transformation. Nous allons voir ça dans les moments qui viennent. Voilà, Adam Vinatieri réussi. 17-7, Georges. La Nouvelle-Angleterre revient dans ce match. Oui, grâce à Edwards qui va très bien protéger ce ballon avec ses 2 bras. Quand on est un rookie, il faut surtout éviter les fumbles, de perdre la possession du ballon parce que les entraîneurs n'aiment pas ça du tout. C'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps sur ce score de 17-7 qui montre la supériorité des Broncos, mais qui montre aussi que les Patriots n'ont pas perdu tout espoir de gagner ce match. Et les Patriots qui voudraient gagner pour la 3e année d'affilée la poule Est de la conférence américaine. On se retrouve maintenant en 3e quart-temps avec la Nouvelle-Angleterre en attaque. Drew Bledsoe, leur quarterback, donne ses consignes. 3e tentative et 3. Et une passe bien captée par Terry Glenn. Terry Glenn, le receveur vedette et recordman pour les rookies il y a 2 ans avec 90 réceptions dans une saison, n'a pas capté le moindre passe en première mi-temps. Et son coach Pete Carroll était fâché avec lui. Glenn essaie maintenant de se racheter. Il a raison, très belle passe de Bledsoe, parfaitement dosée, parfaitement visée. 1er et 10 donc sur les 48, leurs propres 48 yards. Bledsoe cherche loin et trouve Terry Glenn. Ah voilà, il se rachète formidablement bien. Il faut savoir que la saison passée, il n'a capté que 27 passes parce qu'il a été très souvent blessé après avoir capté 90 réceptions dans sa saison de débutant. Et ça, c'est le vrai Terry Glenn qu'on voit sur ses 2 dernières actions. 2 belles réceptions sur des belles passes de Bledsoe. Mais en effet, vous avez raison, Georges. Il faut de l'efficacité offensive pour espérer revenir dans ce match. Ici, une course de Cedric Shaw qui a perdu le ballon. En tout cas, les Broncos l'ont ramassé. Il relance, mais non, l'arbitre a sifflé. Oui, l'arbitre va dire que l'action était stoppée avant le fumble, avant que le joueur lâche le ballon. En effet, Jerry McBride explique que la progression du joueur était stoppée et donc l'action s'est arrêtée. 2e tentative et 6, une passe vers Brisby, mais ratée. Il s'en veut un peu, notre ami Vincent Brisby. C'est vrai que cette passe était captable. Bledsoe qui se demande comment mettre le feu à ce match. Oui, surtout sans avoir un jeu de course digne de ce nom. De l'autre côté, il y a Terrell Davis pour apporter cela aux Broncos. Et autre coup dur pour les Patriots, Ben Coates, le receveur vedette, a l'air blessé. En tout cas, il a une grosse poche de glace sur la cheville. Ça n'arrange pas les affaires de Pete Carroll, le coach des Patriots. Drew Bledsoe, 3e tentative et 6. Il cherche un receveur, il a du temps. Et il trouve Troy Brown. Troy Brown. Oh, touchdown! Oh, c'est génial. Bon, pas de jeu de course de côté de New England, mais quel passeur et quelle équipe de receveurs. Il a vraiment le choix. Cette fois-ci, c'est Brown. L'autre fois, c'était Jefferson ou Terry Glenn. On le revoit au ralenti. Regardez, bonne protection pour Bledsoe. Et surtout, beaucoup de volonté de la part de Troy Brown pour aller chercher ce mètre qui lui manquait. Adam Vinatieri pour tenter la transformation. Elle est réussie. Et voilà les Patriots revenus à 3 tout petits points des Broncos. Les Broncos qui ne mènent plus que 17-14. On revoit ce touchdown.
Oui, Troy Brown qui cherche une place de titulaire. Pour le moment, c'est Jefferson le titulaire au départ, mais Brown a marqué des points. Dans le troisième quart-temps, le moral des Broncos est aidé par le fait que Shannon Sharpe, remis de sa commotion cérébrale, revient dans les rangs de l'attaque. Ici, John Elway va trouver justement Shannon Sharpe pour un gain de 20 yards. Elway qui a été projeté au sol, mais bon, ça c'est normal. Shannon Sharpe l'air parfaitement remis. Et dans cette même série offensive, Jason Elam va rajouter 3 points au total des Broncos avec ce coup de pied à 3 points réussi de 42 yards. Denver reprend un peu d'avance et mène 20 à 14. Pour les Patriots, les erreurs se poursuivent. Regardez par exemple ici, Bledsoe est saqué par Ma'a Tanuvasa qui a été laissé libre de tout marquage. Là, une erreur de la part de la ligne offensive des Patriots. On retrouve maintenant Denver en attaque. Premier et 10 sur les 43 yards des Patriots. John Elway donne le ballon à Terrell Davis. Davis, une course pour gagner 3 yards. On est dans le quatrième et dernier quart-temps. Quand on regarde les statistiques après 3 quart-temps, on voit qu'aujourd'hui, c'est vraiment un duel entre deux grands passeurs. Le jeu de course n'est pas très efficace les deux côtés. Il y a un avantage au niveau des yards gagnés avec les passes pour Denver et aussi au niveau du temps de possession. En effet, 69 yards, c'est vraiment pas au sol. Ce n'est pas dans les habitudes des Broncos. On voit que c'est un peu le premier match de la saison, donc peut-être tous les automatismes ne sont pas encore là. Deuxième tentative et 7. Encore une fois, Terrell Davis dans ses œuvres. Cette fois-ci, il a un peu de place, de champ, et il réussit à gagner 5 yards. Et on peut constater aussi que les deux escouades défensives sont très fortes contre le jeu de course. Cela oblige les quarterbacks à tenter plus de passes. Regardez, Denver a gagné 20 matchs consécutifs quand il commence le quatrième quart-temps en menant à la marque. Troisième tentative, 2 yards à gagner pour les Broncos qui sont à 35 yards de ligne. Une passe pour Ed McCaffrey. McCaffrey qui a bien capté le ballon. Et 5 yards de gagner. Oui, John Elway, lui aussi, possède une sacrée escouade de receveurs. Il a le choix. Première et 10, une passe réussie cette fois-ci pour Shannon Sharpe. Oula, oui, il y a une brutalité de la part de Willie McGinest sur le quarterback John Elway. L'arbitre ne l'a pas raté. Et ça, c'est une pénalité qui va coûter cher. Faute personnelle, brutalité à l'égard du passeur. Et la pénalité, c'est la moitié de la distance qui sépare les Broncos de la ligne de but des Patriots. Encore McGinest, le roi des bêtises aujourd'hui dans la défense des Patriots. Et c'est vrai qu'on a souvent vu Elway au sol après des chocs avec les défenseurs qui mettent pression sur lui. Mike Shanahan, l'entraîneur brillant, surtout au niveau des tactiques offensives de Denver, a re-signé un contrat longue durée et il voudrait que Elway joue encore la saison prochaine. Bon, ça, c'est à voir, dit Elway. Première et 10 à 11 yards de la ligne et une course de Terrell Davis pour gagner 3 yards. Certes, ce genre de courses au milieu de la ligne ne sont pas très spectaculaires, mais c'est nécessaire d'abord pour fatiguer un peu la défense et ensuite pour ne pas permettre à la défense adverse de se dire il va y avoir une passe ou il va y avoir un débordement. Donc pour les obliger, selon le jargon du football américain, à rester honnêtes. Deuxième tentative et 7 maintenant. Une passe ratée. Là, Elway était vraiment sous la pression de la défense. Il se retrouve d'ailleurs le nez dans le gazon. Oui, comme à chaque fois presque. Et c'est vrai que c'est avec ce jeu très rigoureux que Denver est devenu la première équipe de la conférence américaine à gagner un Super Bowl depuis 14 ans. Donc, ça doit marcher. Et oui, ils ont racheté l'honneur de la conférence américaine face à la conférence nationale et ils espèrent bien recommencer cette année. Troisième tentative, toujours 8 yards. C'est le blitz, c'est une passe pour Ed McCaffrey. Aïe! Non. Non, je crois qu'il avait un genou à terre avant de porter le ballon de la main de l'autre côté de la ligne. C'est exactement ça et l'arbitre a bien noté qu'il reste moins d'1 mètre à faire pour marquer les 6 points du touchdown. Regardez, le genou là est à terre, en effet, avant que le ballon ne franchisse la ligne. Donc les Broncos vont se retrouver à quelques centimètres de la ligne avec une première tentative.
ça, Georges, ça sent le touchdown. Quel métier! D'ailleurs, Denver était l'équipe la plus âgée à gagner un Super Bowl. Plus de 29 ans de moyenne d'âge. Le ballon à Terrell Davis, et touchdown! Terrell Davis, les initiales TD, comme TD pour touchdown. En anglais, on dit souvent TD à la place du mot touchdown, d'ailleurs. Pour la plus grande joie des 75 000 spectateurs à Mile High Stadium, ils sont venus voir leur équipe championne gagner son premier match, et ça a l'air d'être bien parti. Deuxième touchdown de Terrell Davis aujourd'hui. La transformation de Jason Elam est réussie et donc Denver reprend le large. Il mène désormais 27-14. Maintenant les Patriots qui n'ont plus de temps mort doivent faire une attaque accélérée. Petite passe pour Tony Carter, bien capté. 7 yards gagnés. Et l'autre problème de New England, ils ont gaspillé leurs 3 temps morts avec des erreurs au début de deuxième mi-temps. Donc Bledsoe ne peut pas travailler ou jouer avec ses temps morts, malheureusement pour lui. Ça va amener une deuxième tentative. 3 yards à gagner pour avoir droit à une nouvelle série de 4 tentatives en attaque. Les Patriots en plus sont un peu acculés sur leur propre ligne de but. Une passe de Bledsoe, s'il trouve un receveur, oui, Tony Carter, et Carter stoppé. À mon avis, pas assez loin pour une nouvelle série de 4 tentatives, pas pour le first down. On va le voir. De belles actions quand même de Carter, qui n'a eu que 9 courses tout au long de la saison passée, mais 24 réceptions. Il est à plus de 6 yards en moyenne pour chaque course et pour chaque réception. Troisième tentative, un petit yard. Bledsoe met un de ses joueurs en mouvement. Ça va être une course en effet pour Robert Edwards. Et Edwards gagne le yard qu'il fallait, plus 1. Donc tout n'est pas perdu pour la Nouvelle-Angleterre. L'horloge continue à tourner. Vous voyez, il reste à peine 4 minutes de temps de jeu effectif dans cette partie. N'oubliez pas que cette saison, le foot américain va connaître une couverture exceptionnelle avec un deuxième match sur le numérique, sur Canal+ vert tous les mardis. Bledsoe cherche un receveur, trouve Terry Brown, et Brown est parti. Il échappe au plaqueur. Il est peut-être parti pour marquer le touchdown de l'espoir. Il n'a pas de bloqueur et il est poussé en touche. Mais au bout de 52 yards gagnés, formidable réception et surtout, Georges, formidable course après la réception de Troy Brown. Regardez. Comment il va éviter les plaquages en pivotant. Et c'est vrai aussi que les défenseurs ont complètement raté le boulot. Première tentative et 10 à 27 yards de la ligne de Denver. Une course de Derek Colors. 3 yards gagnés. Colors, c'est lui qui avait réussi cette magnifique relance de 68 yards en première mi-temps. Deuxième tentative et 8 maintenant. Et toujours pas de temps mort possible pour les Patriots. Ils sont obligés de faire une attaque accélérée. Bledsoe passe en direction de Glenn. Non, Glenn est tombé pour essayer de faire croire qu'il y avait interférence. Il se jette. Oui, mais l'arbitre ne s'est pas laissé avoir. On dirait un footballeur dans la surface de réparation. On le revoit. Regardez, là, le ballon était trop fort de toute façon. Peut-être il ne fait pas exprès de tomber, Terry Glenn. En tout cas, l'arbitre ne s'est pas laissé abuser. Troisième tentative et 8 toujours. Bledsoe cherche, Bledsoe trouve un receveur, Terry Glenn, mais ils ne sont pas allés assez loin pour le first down, pour gagner les yards nécessaires pour une nouvelle série de 4 tentatives. Donc là, ça va être difficile. Quatrième et dernière tentative, 1 yard à gagner. C'est évident, Georges, que les Patriots vont tenter le tout pour le tout. Là, normalement, on se sert de la quatrième et dernière tentative pour se débarrasser du ballon au moyen d'un coup de pied. On gagne un peu de temps en faisant sortir la chaîne d'Arpenteur pour voir s'il n'y a pas first down. Et non, il manque un bon yard, un bon mètre. Et il va falloir rejouer très rapidement derrière pour ne pas perdre du temps. Quatrième et dernière tentative, ça veut dire que si les Patriots ne gagnent pas le yard nécessaire, ce sont les Broncos qui vont récupérer le ballon. Donc phase de jeu très importante. Bledsoe a décidé d'y aller lui-même. Est-ce qu'il a eu le gain nécessaire? Il me semble aussi, Georges. Mais bon, l'absence des temps morts va être critique